Mais attention, Carole, je ne veux pas qu'il recommence à faire des siennes. S'il sent qu'il ne dort pas, on lui donnera un verre de lait chaud et on lui lira les conditions générales de ton contrat d'assurance. Ça endormirait un régiment de cavalerie. Carole sourit et embrassa sa mère sur la joue. Tu es incorrigible, maman. Je suis organisée, Carole, corrigea Germaine. Organisée et un peu fauchée. Mais au moins, on a encore nos biscuits. Bruno, arrête de manger tout le plateau, tu vas finir par ressembler à un bonhomme de pain d'épices dépressif. Elle ferma son carnet de compte d'un geste sec. La vie chez les Lebrun suivait son cours, entre factures impayées, cœurs en morceaux et instruments médicaux vagabonds. Mais tant qu'il y avait de la mélasse dans le placard et une pique bien sentie au bout de la langue de Germaine, le navire continuerait de flotter, même dans la tempête la plus absurde. « Bon, allez, au travail !» s'écria-t-elle. « Bruno, va t'habiller, tu ressembles à un accident de buanderie. On a une maison à faire tourner et un ancêtre à rapatrier. La vie n'attend pas les pleurnichards, même s'ils ont des pyjamas à oursons. » Chapitre 3. Le docteur et la chasse au trésor. La sonnette de la maison Lebrun retentit avec une autorité qui ne pouvait appartenir qu'à un homme de science ou à un créancier particulièrement tenace. C'était le docteur Lépine. Germaine, fidèle à elle-même, elle accueillit avec un mélange de respect forcé et de méfiance budgétaire. Pour elle, chaque minute passée par le médecin dans la maison était un pas de plus vers une faillite personnelle, mais la santé de Grand-Papa Adélard ne pouvait plus attendre. Le vieil homme semblait flotter dans un entre-deux-mondes, et même Germaine, malgré sa carapace de sarcasme, sentait l'urgence de la situation. Le docteur Lépine, un homme dont le sérieux semblait avoir été sculpté dans le marbre le plus froid, ne perdit pas de temps en civilité inutile. Il se dirigea d'un pas ferme vers Adélard qui, installé dans son fauteuil comme un monarque déchu sur un trône de velours élimé, le regardait avec une indifférence totale, ses yeux bleus délavés perdus dans des souvenirs que lui seul pouvait encore voir. « Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père, » déclara le médecin d'une voix monocorde tout en sortant son stéthoscope de sa sacoche en cuir noir. « Prenez votre temps avec lui, » répondit Germaine d'un ton caustique, les mains sur les hanches. Il n'est pas au centre de détention, c'est juste une question de temps. Un grand-papa? Est-ce que tu es prêt à mourir? Le vieil homme cligna des yeux lentement, une lueur de malice ancestrale traversant soudainement son regard embrumé. Oui, répondit-il d'une voix chevrotante qui semblait venir du fond d'une grotte, ça va être fait vendredi. Vendredi? S'exclama Germaine en levant les bras au ciel. Bien, au moins on pourra organiser les funérailles pendant la fin de semaine, ça évitera de prendre congé au marché. On n'a pas besoin de perdre une journée de vente pour un enterrement, n'est-ce pas? Le docteur Lépine, peu habitué à l'humour macabre et au pragmatisme décapant des Lebrun, tout sauta pour reprendre une contenance professionnelle. Il va falloir des tests plus approfondis, annonça-t-il après une brève auscultation qui elle avait laissé perplexe. Des tests? Demanda immédiatement Germaine, et l'alarme financière sonnant à nouveau avec force dans sa tête. Ça va-tu coûter cher ça? Parce que si c'est pour nous dire qu'il est vieux, je peux vous le dire gratuitement. Oui, admit le docteur sans ciller, habitué aux doléances financières. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Adélard, qui en avait saisi que la moitié de la conversation technique, regarda Germaine d'un air profondément interrogateur. « Qu'est-ce qu'il dit le monsieur en noir? » demanda-t-il. Germaine se pencha vers lui, articulant chaque mot avec une exagération comique, comme si elle s'adressait à un enfant ou à un étranger qui ne maîtrisait pas la langue. « Il veut tes bobettes, Adélard. Il veut analyser ton linge de corps. » Le docteur Lépine ignora la traduction très libre de Germaine et sortit un thermomètre brillant. « Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche bien fermée quand je vous le mets en bouche, » ordonna-t-il. Germaine ne put s'empêcher d'intervenir, un sourire en coin et l'œil pétillant de sous-entendu. « Moi, mon mari me demandait exactement le contraire, voyez-vous? C'est une question de perspective, docteur. » Le docteur ferma les yeux un instant,
inspirant profondément pour chercher la force nécessaire pour terminer sa consultation sans perdre son sang-froid légendaire. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. « Bon bien c'est pas le choix », continua le médecin avec un soupir de résignation. « Moi il va falloir que je prenne sa température rectale. Pourriez-vous m'aider madame? Il faut maintenir le patient stable. » « Avec plaisir. » S'exclama Germaine avec un enthousiasme si soudain qu'il en devint suspect. Elle se tourna vers Adélard avec une joie presque enfantine. « La bobette grand-papa. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. Une attention toute particulière pour tes 92 ans. » La scène qui s'ensuivit fut un mélange indescriptible de chaos domestique et de pure comédie de boulevard. Entre les protestations étouffées du vieil homme qui tentait de protéger sa dignité, les instructions cliniques de plus en plus nerveuses du docteur et les commentaires sportifs de Germaine qui semblaient arbitrer un match de lutte, la chambre des Adélard devint le centre gravitationnel de L absurde. « Attention !» cria Germaine. « Non, elle est pas là. Ça sera mieux là. Allez, un petit effort de coopération. Bonne fête grand-papa. Bonne fête grand-papa. On dirait qu'on déballe un cadeau mal emballé. » Une fois la procédure laborieuse terminée, le docteur Lépine semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace de quelques minutes. Il essuyait son front avec un mouchoir et l'air visiblement ébranlé. Germaine, imperturbable et rayonnante de malice, lui proposa un rafraîchissement. « Vous voulez voir un petit café, docteur? Ben j'y ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert la dernière fois. » Le médecin accepta d'un simple hochement de tête, espérant que la caféine l'aiderait à effacer les images mentales de cette consultation. « Ben la bouteille est dans la cuisine là, » lui indiqua Germaine avec un geste vague. « Je vais aller me chercher un café grand-papa. »« Ok, je vais aller me chercher un café pour me remettre de mes émotions. » Alors qu'elle traversait la pièce, elle s'arrêta devant Adélard et éclata d'un rire franc et sonore. « Oh mon Dieu! Tu devrais voir ça dès ici, grand-papa. T'as l'air d'une grosse pomme caramel avec ce thermomètre. C'est le summum de l'élégance gériatrique. » Mais le rire fit brusquement place à une soudaine inquiétude. « Grand-papa! Qu'est-ce que tu fais à ma chaîne? Voyons donc. Ne bouge pas comme ça. Arrange-toi un peu là. Assis-toi là correctement. » Elle tenta de le rasseoir, mais dans le mouvement, un objet glissa et sembla disparaître. « Non, 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 non. C'est bien mieux comme ça, hein? On ne touche à rien. » Le docteur Lépine revint dans la pièce, son café à la main, et s'arrêta net, pétrifié devant le tableau. « Monsieur. Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? Où est passé mon instrument de mesure? » Germaine, prise de court mais jamais à court des idées pour masquer une bévue, improvisa instantanément. « Ah ben la grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor. »« Ben là, mon ami Lebrun, oubliez ça là. Je pense qu'il est disparu. Évaporé dans la nature. » Le docteur écarquilla les yeux, manquant de renverser son café. « Disparu? Comment un thermomètre peut-il disparaître ainsi? J'y en achèterai pas un autre. » S'écria Germaine, son instinct des économies reprenant le dessus sur l'inquiétude. « Attendez donc maintenant, vous l'avez disparu? Vous l'aviez dans la main, docteur. Non, non, non. Assieds-toi là, Adélard. Assieds-toi bien sagement. » Elle observait son beau-père avec une fascination mêlée des horreurs, comme si elle s'attendait à le voir briller ou sonner. Disparu là je pense qu'il commence à aimer ça, et l'attention médiatique. Disparu même es-tu dangereux ça, docteur? Est-ce qu'il va se transformer en antenne radio? Le docteur Lépine retrouva son professionnalisme, bien que sa voix tremble encore légèrement sous le coup de l'incrédulité. Ben là il faut l'amener en urgence aujourd'hui même. On ne peut pas laisser un instrument circuler librement. Non mais on explorera la cavité à ce moment-là, à l'hôpital. Explorer la cavité? Répéta Germaine, les yeux ronds comme des soucoupes. Oui.
Il faut dire qu'il va foirer pour trouver des gaz de schiste là-dedans. C'est une véritable expédition géologique. Au revoir Madame Lebrun. Merci là, à bientôt docteur. Lança Germaine alors qu'il s'enfuyait presque vers sa voiture, sans même demander ses 100 piastres. À très bientôt j'y espère. On fera une autre partie de cache-cache. Elle se tourna vers Adélard une fois le médecin parti dans un crissement de pneus. Vous connaissez le docteur Duntul? Ben lui c'est le docteur Doufocal. Grand papa tu t'en vas à l'hôpital, tu t'en vas à l'hôpital puis tu reviens pas sans ton trésor. C'était ainsi chez les Lebrun, même une urgence médicale finissait par ressembler à une expédition de prospection minière ou à une farce de carnaval. Mais derrière les rires et les absurdités, Germaine savait que la santé de son beau-père était un trésor qu'elle n'était pas encore prête à perdre, même si la chasse au trésor de ce matin avait été un peu trop littérale et intrusive à son goût. Elle soupira, ramassa son plumeau et se remit au travail, en attendant l'ambulance qui ne tarderait pas. Chapitre 1 Le ménage et les mystères de la cave. La demeure de la famille Lebrun ne ressemblait en rien à un long fleuve tranquille. C'était plutôt un torrent impétueux où les courants de la vie quotidienne se heurtaient sans cesse au rocher de l'humour décapant de Germaine. Ce matin-là, la cuisine était envahie par une odeur de café frais et le bruit rythmé des balais frottant le linoléum. Germaine Lebrun, une femme dont la poigne n'avait d'égal que la répartie, s'activait avec une énergie débordante. Elle ne faisait pas simplement le ménage, elle menait une guerre sainte contre la poussière. Grand-papa, assis dans son fauteuil usé, fixait le vide avec une expression de fatigue millénaire. Il finit par briser le silence d'une voix chevrotante pour annoncer qu'il n'avait pas fermé l'œil depuis 3 jours entiers. Germaine, sans s'arrêter de frotter, lui lança un regard malicieux. Elle prétendait n'effectuer qu'un petit nettoyage superficiel, une simple pause dans son emploi du temps de ministre, mais tout le monde savait que pour elle, l'ordre était une religion. Elle aimait dire que le ménage était comme un besoin vital, une force de la nature qui l'obligeait à purifier son environnement. Soudain, elle s'arrêta net, le balai suspendu en l'air. Une pensée venait de traverser son esprit vif. Elle réalisa avec une pointe de culpabilité comique qu'elle avait oublié d'ouvrir la porte de la cave pour le pauvre aïeul. Elle s'admonesta elle-même, se traitant de sale et de négligente avec cette autodérision qui la caractérisait tant. Elle se remémora alors ses années de jeunesse, et l'époque où elle avait élevé 6 enfants à la force du poignet, sans jamais faillir. Aucun d'entre eux, malgré leurs bêtises respectives, ne lui avait donné autant de fil à retordre que ce vieil homme têtu et sa porte de cave récalcitrante. Germaine reprit son récit intérieur, se souvenant de la visite de M. Curie Saint-Pierre. Ce dernier, en observant l'état de la maison, avait osé une comparaison entre elle et le bon Dieu pour la gestion de ce joyeux désordre. Germaine en avait ri environnement, se disant que si le Créateur devait s'occuper seul du bordel de cette maison, le monde s'en porterait bien mal. Pour elle, la vie n'était qu'une succession de cycles de nettoyage, une lutte éternelle pour maintenir un semblant de dignité dans un chaos domestique permanent. Chapitre 2 Les maladies de jeunesse et les conseils de maman. Et l'histoire de Germaine avait pris un tournant décisif à l'âge de 18 ans. Elle racontait souvent, avec un brin d'ironie, qu'elle avait épousé Roger Lebrun à cause d'une maladie incurable appelée la grossesse. Le lendemain des noces, le balai était devenu son plus fidèle compagnon. C'était ainsi que la vie de famille avait commencé, entre les couches à changer et les planchers à cirer. Sa fille, Carole, entra dans la cuisine, interrompant ses réflexions. Carole était la prunelle de ses yeux, bien que Germaine ne puisse s'empêcher de la taquiner sans cesse. En voyant Grand-papa si calme, Carole s'en étonna, mais sa mère préféra détourner la conversation vers les projets de soirée de la jeune femme. Carole mentionna un rendez-vous, ce que Germaine s'empressa de qualifier de grosse date avec un sous-entendu grivois mais protecteur. Germaine, dans sa sagesse populaire et un peu crue, mit sa fille en garde contre les intentions des hommes. Pour elle, un petit verre tranquille n'était souvent qu'un prélude à des situations bien plus compliquées. Elle utilisa des métaphores colorées pour décrire la rapidité avec laquelle une soirée romantique pouvait se transformer en une visite impromptue à la maternité.
Elle voulait que Carole soit prudente, qu'elle ne se laisse pas berner par les belles paroles et les boissons sucrées. Malgré ses airs de femme endurcie par les corvées, Germaine était bien plus qu'une simple ménagère. Elle se considérait comme une femme des affaires accomplies, tenant fièrement son kiosque de fruits et légumes au marché local. Elle ne supportait pas les clients qui tâtaient sa marchandise sans respect. Elle se souvenait avec délice d'avoir remis à sa place une cliente qui manipulait une banane avec un peu trop d'insistance, lui rappelant avec fermeté la nature du fruit. Pour Germaine, chaque interaction humaine était une leçon de vie, souvent pimentée d'une pointe de sarcasme, mais toujours ancrée dans une réalité qu'elle maîtrisait avec brio. Elle était le pilier de cette famille, la force tranquille qui, entre deux coups de balai, veillait sur le bonheur des siens. Chapitre 3 – Le retour du fils et le cœur en miettes. Le calme de la cuisine fut soudainement brisé par l'entrée de Bruno, le fils de Germaine. Contrairement à son habitude, il ne portait pas son sourire habituel. Il ressemblait à un personnage de tragédie égaré dans une comédie de mœurs. Germaine, avec son instinct de mère plus affûté qu'un couteau de cuisine, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Bruno semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules, et son regard était aussi sombre qu'un ciel des hivers avant la tempête. Winnie et l'ourson, comme elle aimait l'appeler affectueusement,